Bonjour. Alors dans le précédent chapitre, donc qui a permis de présenter le principe fondamental de la dynamique ou de la même manière la loi de la quantité de mouvement, donc nous avons vu le lien entre la somme des forces appliquées à un système dans un référentiel galiléen et l'accélération de ce système. Donc on a vu que c'était proportionnel, la masse du système étant donc la constante de proportionnalité entre la somme des forces et l'accélération. Une fois qu'on connaît l'accélération à chaque instant, on peut bien évidemment remonter au vecteur vitesse du système à chaque instant, et puis également remonter au vecteur position de ce système à chaque instant. Et si on veut, on peut également, en exprimant l'un en fonction de l'autre, donc par exemple en exprimant le temps en fonction de la position ou le temps en fonction de la vitesse, eh bien on peut remonter à une relation entre la vitesse et la position. Donc on voit, ça fait beaucoup d'étapes, donc c'est pas forcément évident. Et du coup, si on cherche directement dans un problème à exprimer la vitesse en fonction de la position, parce que ça peut être une donnée intéressante, par exemple, si je lance un objet à partir d'une certaine position, quelle sera sa vitesse à une autre position? Ou alors, quelle est la vitesse minimale à donner à un objet pour qu'il atteigne telle position? Ou encore, je reçois un objet avec une telle vitesse, sachant qu'il a été émis à telle position, quelle était sa vitesse de départ? Bon, voilà le genre de questions qu'on peut se poser. Et bien donc, on peut se dire que ça serait bien d'avoir une méthode beaucoup plus rapide pour déterminer ce lien entre vitesse et position. Donc cette méthode plus rapide, elle consiste justement dans le théorème de l'énergie cinétique que nous allons développer dans ce chapitre, qui est donc un théorème dérivé du principe fondamental de la dynamique ou de la loi de la quantité de mouvement. Donc nous allons le démontrer, puis nous allons voir comment l'utiliser. Mais d'abord, donc, nous allons définir la grandeur qui permet de caractériser l'efficacité d'une force lors du déplacement du système. Donc le système va aller d'un point de départ D à un point d'arrivée A. Du coup, il va être soumis à un ensemble de forces. Et donc ces forces vont donner, alors j'emploie déjà le mot parce qu'on a l'habitude de ce mot, vont donner de l'énergie au système ou au contraire lui en prendre. Et donc du coup, le système va plutôt avoir tendance à accélérer, c'est-à-dire à gagner de la vitesse, ou au contraire à décélérer selon les forces appliquées, notamment selon leur sens par rapport au déplacement. Et donc tout ça, on va pouvoir le quantifier grâce au travail des forces. Ensuite, donc, nous allons démontrer le théorème de l'énergie cinétique sous sa première forme. Donc c'est pour ça que je l'appelle Tech 1. Nous verrons quelques exemples d'application. Et puis ensuite, nous introduirons la forme d'énergie très importante qui s'appelle l'énergie potentielle, qui est directement liée au travail de certaines forces, c'est-à-dire que certaines forces vont avoir un travail qui va être particulier et qui va nous permettre de définir une énergie liée à la position de l'objet selon dans un système d'interaction. C'est-à-dire l'objet, s'il est à tel endroit, potentiellement, il a telle énergie qui peut être libérée. Ensuite, donc, nous verrons l'expression des énergies potentielles des forces les plus communes. Et puis à ce moment-là, ça nous permettra d'écrire le TEC sous une deuxième forme. Et enfin, nous nous intéresserons au mouvement lorsque le système est uniquement soumis à des forces qui dérivent de l'énergie potentielle. Et donc nous verrons que nous pourrons, par exemple, parler facilement d'équilibre et de stabilité de l'équilibre, mais pas seulement. Donc nous verrons comment on pourra faire. Et donc ce qui sera intéressant dans ces mouvements, c'est qu'on n'aura pas du tout besoin d'utiliser le PFD. On pourra vraiment uniquement partir du théorème de l'énergie cinétique, même ensuite pour déterminer la position en fonction du temps. Alors donc commençons par définir ce qu'est le travail d'une force. Et pour ça, déjà, on va définir ce qu'on appelle une force motrice, une force résistante et une force neutre. Donc prenons un déplacement quelconque, donc d'un point de départ que je vais appeler D dans tout le chapitre, à un point d'arrivée A. Donc, si le système va du point D au point A, ça veut dire que on peut ici décomposer le mouvement du système en un ensemble de positions M au cours du temps. Et à ce moment-là, le déplacement du point va être caractérisé à l'instant T par une variation de la position du point M, donc DOM, comme on a déjà vu, notamment pour définir la vitesse.
Et donc, en ce point-là de la trajectoire, eh bien, supposons qu'il y ait trois forces appliquées. Une force F1, une force F2 et une force, ici, F3. Donc ces trois forces, évidemment, agissent en même temps sur l'objet, donc vont avoir un effet d'ensemble sur l'objet. Mais si on regarde l'action de chacune des forces, eh bien, on voit bien que la force F1 est globalement dans le même sens que le déplacement du système. Donc cette force va avoir tendance à donner de l'énergie au système, va avoir tendance à augmenter sa vitesse. Donc on va dire à ce moment-là que la force est motrice. Donc ça c'est la force F1. La force F2, au contraire, on imagine bien par exemple un fil qui retient l'objet, eh bien ça va être une force qui va être résistive ou résistante. Et la force F3, qui à l'instant où on a dessiné ces forces, eh bien, est perpendiculaire au déplacement, eh bien cette force ne va ni donner de l'énergie, ni en reprendre. Donc on peut dire que cette force est neutre, ou alors qu'elle ne travaille pas. Mais on voit bien que selon l'instant, eh bien, ces forces peuvent passer de résistantes à motrices ou de neutres à motrices, etc. Là, j'ai vraiment fait un bilan uniquement à l'instant t. Bon, ça c'est assez évident. Alors, introduisons donc l'expression du travail. Cette expression, vous l'avez déjà vue au lycée, a priori en première S. Donc, supposons ici un point de départ, un point d'arrivée, et on va uniquement regarder ce qui se passe pour une force appliquée, et en supposant que cette force soit constante. Donc elle ne change pas au cours du déplacement du système. Donc par exemple, on a une force qui va être comme ceci. Ça veut dire que pour un point M plus loin, eh bien la force est toujours la même, donc même direction, même sens, même norme. Et donc vous avez vu que dans ce cas-là, le travail de la force s'écrit, donc le travail c'est la lettre W comme work, et donc le travail de la force de DA, c'est tout simplement le produit scalaire entre la force et le déplacement total, c'est-à-dire le vecteur qui va de D à A. Donc par exemple, ici, ce vecteur-ci. Et donc dans notre exemple, on voit que la force est globalement dans le sens opposé au vecteur dA, donc cette force-là va être résistive. Alors prenons un exemple un peu plus concret. C'est bientôt l'été, donc on imagine que vous allez faire un plongeon à partir d'un plongeoir qui est situé à une hauteur de 5 mètres. Donc le point de départ, donc on va s'intéresser au centre de gravité de vous en train de plonger. Donc là, ça va être le point de départ du centre de gravité. Et donc vous allez faire un saut de l'ange, donc vous allez plonger en vous jetant vers l'avant et en même temps en sautant pour que le saut soit le plus beau possible. Donc vous allez avoir une trajectoire qui, comme on l'a démontré, va être un bout de parabole. Et donc vous allez arriver dans l'eau, ici. Et donc ici, c'est ce qu'on va appeler le point d'arrivée A. Avec donc une vitesse qui va avoir une direction qui va dépendre de la vitesse initiale donnée. Mais nous, ici, ce qui va nous intéresser, ça va être uniquement la norme de la vitesse. Est-ce qu'on arrive avec une grande vitesse par rapport au départ ou pas? Donc la direction, ici, on s'en moque. Et donc, comme on va le voir après avec le théorème de l'énergie cinétique, ici, on a juste besoin du travail de la force. Et ici, évidemment, la force qui travaille, c'est le poids. Donc, en un point quelconque de la trajectoire, le poids est toujours vertical vers le bas. Alors, en ce point-là, au maximum de la trajectoire, on voit que le poids ne travaille pas. Avant le maximum, le poids est résistif, et puis ensuite, il devient moteur. Donc, exprimons le travail du poids, puisqu'ici, le poids, il est bien constant. Donc ici, ça va faire P scalaire dA. Donc en fait, on s'en moque complètement le fait que ça fasse une parabole. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est le vecteur qui lie le point de départ et le point d'arrivée.
Or, ce vecteur, je peux le décomposer en deux parties. Je vais appeler ce point le point P. Donc dA, ça va être... Alors ben non, pas P, n'importe quoi. On va l'appeler C. Donc ça va être DC plus CA. Or CA, on voit il est horizontal, le poids est vertical, donc le produit scalaire vaut 0. Et donc il ne reste que P scalaire DC. Et P scalaire DC, les deux vecteurs sont dans la même direction dans le même sens. Donc c'est uniquement le produit des deux normes de vecteurs. Donc c'est mg fois l'altitude h.